Alors, bonjour à tous. Très heureux de voir qu'il y a au moins 200 automobilistes qui vont prendre le pont. J'espère que vous avez parlé à vos amis, vous avez écouté le Poirier. Ça lui prend quelques clients pour rentabiliser. Alors, tout d'abord, donc je suis directeur d'expertise pour ouvrage d'art pour la compagnie Stantec, 22 000 employés à travers le monde. Moi, je travaille au bureau de Longueuil et comme à peu près tout le monde a travaillé sur les éoliennes, entre autres Fred Bété, l'avocat de Luc Poirier, bien, moi aussi, accompagné de votre concitoyen, M. Marcel Fafard, qui est à quelque part, je ne sais pas ce qu'il est, là, mais il est caché. Donc, on a travaillé sur... c'est moi, en fait, qui a fait le design des fondations des fondations des éoliennes. Donc, je connais un petit peu la région par rapport à ce projet. Alors, on va faire une petite présentation assez courte, enfin, le temps qu'il faudra. Donc, une introduction, différentes options, paramètres analysés, pont levant versus pont fixe, concept proposé, étape à venir, conclusion, grosso modo. Il s'agit d'une analyse de préfaisabilité, je vous le rappelle. Donc, en quoi ça consiste? C'est de déterminer un peu le gabarit du pont, ses dimensions, ses coûts, c'est son impact sur l'environnement d'une façon générale, les dimensions, les pentes, etc. Donc, on essaie de globaliser l'ensemble du projet pour avoir une idée des coûts. Donc, c'est ça, on va présenter donc l'étude de préfaisabilité. C'est un lien routier qui va éventuellement rejoindre l'autoroute 30 et l'autoroute 40, évidemment en traversant le fleuve Saint-Laurent. La position du traversier actuellement, elle est ici. Donc, vous connaissez mieux la région que moi. Les solutions proposées, on les a analysées dans ce secteur-là ici. Donc, on a regardé différentes alternatives. On en a retenu 3 et on en a gardé une à la fin. Quelques paramètres très importants pour la construction du pont. Le tirant d'eau. Alors, le tirant d'eau, c'est la distance entre le fond du fleuve et le niveau supérieur de l'eau. Ça permet aux bateaux de voyager dans la voie maritime. Et 10 mètres, c'est une exigence de la voie maritime et de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent. Le tirant d'air, c'est 52 mètres. Alors, le tirant d'air, c'est la partie au-dessus de l'eau. Donc, par exemple, la ligne électrique d'Hydro-Québec ont 52 mètres pour permettre le passage des différents bateaux. C'est 2 données qui sont évidemment très importantes. La distance libre pour la navigation, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas un manuel qui dit « OK, vous devez prendre cette valeur-là ». On rencontre la voie maritime, on rencontre la Corporation des pilotes, puis on leur propose des solutions, puis ils nous disent s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Par exemple, dans le cas du 52 mètres, c'est une valeur qui est historiquement connue, parce que le pont de Trois-Rivières, la ligne d'Hydro-Québec qui contrôle cette hauteur-là. Normalement, c'est la même chose. Quand ils ont rencontré la Corporation des pilotes, la voie maritime, ils ont dit ouais, ben, on va peut-être vous demander 2 mètres de plus. Donc, on est à 52, mais probablement 54 éventuellement. La distance libre donc, de navigation, on parle d'environ 280 mètres. C'est pour laisser passer ce qu'on appelle les super Panama, donc un côte à côte. Ce sont des très, très gros bateaux. Donc, ça aussi, ça pourrait évoluer. La Corporation des pilotes, évidemment, sont toujours à l'affût de ces bateaux-là. Ils sont toujours en train d'analyser les différentes possibilités. Donc, les super Panama qui vont pouvoir maintenant circuler sur le fleuve. Il y a quand même eu des changements dans la voie maritime pour les accepter. Donc, on doit discuter avec eux pour toute la partie géométrie du pont. L'autre point important, évidemment, toute la conception du pont basée sur la norme 614, c'est la norme actuelle au Canada. Et les charges légales, c'est S125, donc évidemment un pont construit avec les charges légales pour permettre le passage de tous les types de camions. Donc l'emplacement qui a été étudié, placement A qui est vis-à-vis le chemin du Golfe, un vis-à-vis le chemin Joliette, l'emplacement C, puis un emplacement B qui est à mi-chemin entre les deux. On a regardé d'autres alternatives, mais ça commence à se compliquer vers Montréal. Ça se complique aussi vers Sorel.
Donc, faire un pont en plein cœur de Sorel, par exemple, ce ne serait pas une très bonne idée parce que les accès ce serait assez difficile. Différentes options. Donc, évidemment, vous connaissez le traversier existant. On a regardé la possibilité de faire un tunnel, un pont levant et un pont fixe. Donc, vous savez déjà qu'on a retenu la solution pont fixe. Donc, le traversier existant, donc, Luc vous en a parlé tantôt, donc vous avez différentes considérations, donc partiellement subventionné, transfert des responsabilités au gouvernement provincial. La Société de transport des traversiers du Québec existe depuis 1971, je pense, 78. Je suis certain qu'il y en a qui sont meilleurs que moi pour les années. Il y a des interruptions pour des réparations, des conditions météorologiques ou des conditions administratives que Luc vous a mentionné tantôt. La durée de la traversée, 12 minutes. L'horaire du jour, c'est aux 30 minutes. Soir et nuit, aux 60 minutes. Le coût, 8,50 $. La voiture, elle est simple. Les 24,90 $, camion, 3 essieux. Les très, très gros camions, là, ça peut aller jusqu'à 85 $. Alors, le nouveau tunnel, donc comparé à la solution du pont, on a quand même quelques désavantages. Il y a une contrainte de tirant d'eau. Donc, on doit maintenir 10 mètres. En fait, il y aurait deux possibilités de construire le tunnel. Soit faire comme on a fait pour le pont Louis-Bré de la Fontaine, c'est-à-dire on dépose des pièces préfabriquées dans le fond du fleuve. Dans ce cas ici, ça cause un certain problème parce qu'on a environ 14 mètres, par exemple, à l'option A, celle qui est en face du golfe. On parle d'un tunnel qui a environ 7-8 mètres là, de hauteur. Donc, faites le calcul. Il vous manque 4 mètres. Donc, il faudrait creuser 4 mètres de dragage là, dans le fond du fleuve. Et la voie maritime ne sera pas très, très contente. Là. L'autre chose, évidemment, il y a des désavantages, c'est l'interdiction du transport de matières dangereuses. On en a déjà un cas à Montréal. Les sols argileux qui complexifient la construction du tunnel. Donc, important dragage dans le cas où ce serait des pièces préfabriquées à déposer. Donc, dans ce cas ici, il y aurait des interventions plus fréquentes dans le fleuve. Donc, c'est une très mauvaise idée. C'est plus dispendieux. Et il faut faire un acte de foi durant l'inspection. Donc, dans la vie durant du tunnel, c'est le problème qu'ils ont actuellement avec le tunnel Louis-Bré de la Fontaine. L'inspection, sont capables de la faire à l'intérieur, mais de l'extérieur, oubliez ça. Okay. Bon, les avantages, il y en a quand même quelques-uns. Réduction des pentes à l'entrée. Vous allez voir tantôt là, les pentes pour traverser le fleuve à cet endroit ici, c'est assez important. Il n'y a pas de contrainte de tirant d'air dans le cas d'un tunnel. Il n'y a pas de pile dans le fleuve. Il n'y a pas d'entrave à la circulation. Il n'y a pas d'effet d'embarque ou de glace non plus à considérer. Malgré tout, on a rejeté cette solution. Le pont levant, c'est techniquement une solution qui est très élégante, sauf que dans ce cas ici, ça ne fonctionne pas, donc je ne passerai pas beaucoup de temps, mais juste pour vous expliquer que dans le cas du fleuve Saint-Laurent, à cet endroit ici, on a énormément de trafic maritime. On parle d'environ 3000 camions. Et on a fait une analyse pour faire un pont levant. Et rapidement, on voit bien là, que ça n'a pas de bon sens, dans le sens qu'il faudrait avoir un tirant d'air déjà d'environ 42 mètres pour laisser passer la majorité des bateaux, pour avoir maximum un levage par jour. Et encore, c'est encore beaucoup. La majorité des ponts que j'ai répertoriés, des ponts levants, les derniers qui ont été construits, on parle d'environ un levage par semaine. Donc, dans ce cas-là, c'est intéressant. S'il y a juste un méga paquebot qui passe une fois de temps en temps, tu le laisses passer, mais dans notre cas ici, il y en a des dizaines par jour qui passent. Là, on parle de 3000 bateaux qui ont des très hauts tirants d'air requis. Le pont fixe, donc avantage, coût d'entretien connu et méthode de réfection éprouvée. Aucune entrave à la circulation routière. Impact mineur à la circulation maritime durant la construction. Durant la vie durante et les mineurs aussi. Vaste choix architecturaux connus. Solutions abordables. Abordables, quand même, on s'entend. 300-400 millions, c'est quand même pas... c'est pas de la petite monnaie. Une empreinte faible au fond du fleuve. J'entends l'empreinte des piles, des caissons. La solution qu'on a proposée, c'est une empreinte qui est relativement faible. Le désavantage, c'est une longueur importante de l'ouvrage d'art.
Comme la pente est assez importante, il faut quand même, la hauteur est très importante, donc ça nous prend beaucoup de distance pour pouvoir rejoindre le point au sol. Il y a un impact au sol qui est plus important. Alors, vous allez voir tantôt, il y a quand même une construction au sol. C'est-à-dire qu'on traverse le fleuve, mais on n'arrive pas de l'autre côté du fleuve, au bord du fleuve. Hein. On arrive 20 quelques mètres dans les airs. Ensuite, le tirant d'air requis de 52 mètres sous le pont, c'est quand même un critère très sévère. Juste pour vous comparer, le nouveau pont Champlain, c'est 38 mètres. Ici, on parle de 52 mètres. Études de fondation qui sont critiques dans ce cas ici, parce qu'on est dans une argile de la zone de Saint-Pierre qui est assez importante. Largeur de l'ouverture à négocier avec les autorités, le 280 mètres que j'ai mentionné tantôt, c'est toujours à négocier. Donc, les paramètres analysés. Alors, les besoins routiers, rapidement, donc selon une étude qui avait été faite pour le traversier en 2015, on parle de 25 à 45 en 2007 et 2025. C'est une étude qui a été faite pour le traversier. Donc, il faut la prendre avec un grain de sel. Je peux vous dire que quand on a rencontré les gens de l'ADT de Lanaudière, Laurentides de Lanaudière, qui est de l'autre côté du fleuve, et la direction territoriale de Montréal, qui est de ce côté ici. Donc, le pont touche 2 directions territoriales du ministère des Transports. Les autres, ils nous ont dit, vous allez augmenter le trafic. Parce que vous allez, en créant le lien entre la 30 et la 40, c'est pas seulement le lien d'augmentation pour un traversier, mais c'est une dynamique différente. Donc, c'est les commentaires du ministère que nous avons eus. Donc, au niveau des besoins routiers, évidemment, donc c'est améliorer la capacité des transporteurs, diminuer le temps de passage, améliorer la circulation des véhicules d'urgence, augmenter le lien économique entre les régions sud et du nord, ou ouest-est. Il y a des place qu'on se bat. Alors, tantôt, on parlait là, des passages de bateaux. Ce sont les besoins maritimes. Donc, ce que vous voyez ici, c'est 943 bateaux qui passent, qui ont un tirant d'air requis entre 23 et 30 mètres. Entre 30 et 32, il y en a 333 par année. 32 et 34, il y en a 511. Si vous faites le total de tout ça, c'est beaucoup de bateaux. On parle de plus de 3000 bateaux qui passent annuellement. Et si on voulait avoir un passage maximum par jour, il faudrait avoir un tirant d'air de 42 mètres. Il manque 10 mètres pour laisser passer tous les bateaux. Donc, on peut aussi bien construire un pont fixe. Besoin maritime toujours. Donc, la fréquence des passages des bateaux. Les bateaux passent à tout moment, du jour et de la nuit, jour ouvrable et jour férié, n'importe quand. Optimisation, solution Pont-Levin, établir un tirant d'air minimal, c'est ce qu'on a travaillé, mais je vous dis, ça ne vaut pas la peine, c'est à oublier. La topographie fluviale importante. Donc, à l'emplacement A, celle qui est en face du golfe, du chemin du Golfe, on parle d'environ un chenal qui a 560 mètres de largeur avec une profondeur d'environ 14 mètres. Donc, c'est une excellente condition à cet endroit-là pour les bateaux. L'emplacement B aussi qui est très bon. Donc, 520 versus 12 mètres de profondeur. Et l'emplacement C, 320 mètres avec 10,7 mètres. Donc, en ce qui nous concerne, nous avons choisi l'emplacement A. Continuer. Donc, au niveau de la géotechnique, donc, il y a une incertitude importante. Il n'y a pas encore eu d'études de forage à l'endroit proposé. Donc, il y a évidemment du travail à faire de ce côté-là. Les forages disponibles indiquent quand même que le roc a une profondeur supposée d'environ 15 mètres à Lanoraie, une vingtaine de mètres à Sorel et à plus de 75 mètres près du fleuve Saint-Laurent. On pense en fait qu'à l'endroit choisi, en fait dans notre région ici, on parle d'une profondeur probablement de 50 et 150 mètres d'argile à l'endroit de la construction du pont. Ordre de grandeur, le nouveau pont Champlain, les semelles sont au roc, environ 10 mètres de la surface de l'eau. Donc, il y a 5 mètres d'eau, 5 mètres de sol, on est au roc. Petit job facile. Donc, l'archipel du Lac-Saint-Pierre, à 8 km au nord de l'emplacement A, on parle de couche d'argile qui atteint jusqu'à 160 mètres d'épaisseur.
Donc, solution technique va dépendre de la qualité géotechnique du fond marin. Donc, évidemment, il y a des forages, caractérisation des sols à déterminer pour être capable de déterminer la capacité des argiles à supporter nos piles. Environnement, il y a une présence d'une tourbière du delta de la Noret, environ 1 km au nord du tracé prévu. On n'est pas dedans. Complexe des milieux humides, il y a un marécage à la sortie 135, il y a des oiseaux aquatiques à protéger. Aire de confinement du cerf de Virginie aussi, près de l'échangeur 135, et des espèces floristiques à protéger aussi. Donc, au niveau de l'environnement, il y a quand même du travail aussi à faire. Impact, étude d'impact environnemental. Donc, selon les informations disponibles, il ne serait pas nécessaire d'effectuer une étude. Alors, il faut prendre ça avec un bémol. Il y a une règle sur la largeur de la voie de la route qu'on construit. On est inférieur à ce critère-là. Puis, on a aussi un critère sur la superficie de l'empreinte dans le fond du fleuve, on est aussi inférieur à ce critère-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'études environnementales. Il y a quand même des considérations à respecter. Il y a des lois aussi à respecter qu'on doit prendre en considération. Service public, il y a un terminal pétrolier environ 1 km au nord de l'emplacement A, propriété de Kildare Service. Il y a une ligne haute tension que vous connaissez très bien, qui est environ 800 mètres de l'emplacement A. Il y a d'autres lignes électriques qui passent le long des deux rives. Discussion à prévoir pour les déplacements, délai à prévoir dans ce cas ici. Donc, le pont fixe. Alors, quelques informations pertinentes. Donc, solution envisagée pour respecter la portée de 250 mètres nécessaire pour le passage des bateaux. Soit un pont aubané, soit un pont en arche. Plusieurs constructions, les dernières constructions, comme le pont Champlain, c'est un pont aubané. Donc, il y a des haubans qui retiennent le tablier de chaque côté d'une tour. C'est une construction qui est assez populaire. Et il y a une autre construction qui est de plus en plus populaire. C'est pas un pont, ça. Hein? J'espère qu'on va faire mieux que ça. Donc, dans le cas pas le pont Champlain, c'est le lac Champlain, aux États-Unis. Ils ont construit un pont en arche, comme on propose. C'est un pont en arche à suspendre croisée. C'est un pont qui est de plus en plus construit. C'est un pont qui demande moins d'acier, qui est plus économique à construire. C'est ce qu'on a proposé pour le projet. Alors, quelques chiffres. On parle d'environ 16 900 $ canadiens par mètre carré pour le nouveau pont Champlain. C'est probablement plus élevé là, que ça. Le pont de New York, qui est un pont aubané aussi, on parle de 18 000 $ du mètre carré. Le pont du lac Champlain, en suspente croisée, on parle de 16 000 $ canadiens. Alors, je continue. Alors, ça ressemble à ceci. C'est peut-être pas très clair pour vous, là, mais il y a des arches et les suspentes sont croisées. Alors, ça vient d'une technique norvégienne qui a été utilisée la première fois en 1969. Puis, si vous regardez ce pont-là, je sais même que vous avez la chance de le voir, c'est assez hallucinant. C'est des arches tellement fines où on se demande comment ça fait pour tenir. Alors, à côté, ici à gauche, c'est le dernier pont qui est construit en arche à suspente croisée aux États-Unis. Donc, concept proposé. Donc, je reviens sur les emplacements parce que c'est important. Donc, la 138, la 132, la 30, la 40 qui est beaucoup plus loin à l'ouest. Donc, l'emplacement A en face du chemin du Golfe. Donc, je vais passer rapidement. Alors, pour les avantages et inconvénients, donc, dans le cas de l'emplacement A, donc, accès direct avec l'autoroute 30, il y a un viaduc qui est vis-à-vis. Donc, c'est assez facile. Longueur du tracé, entre la 132 et la 138, on parle d'environ 1,9 km. Détour le plus court depuis l'hôtel de ville de Sorel-Tracy, c'est celui le plus proche de Sorel-Tracy. Raccordement facile à l'autoroute 30 aussi, la distance de l'autoroute 30 est de 7,9 km. Les inconvénients, c'est un besoin minimum d'acquisition de terrains résidentiels, commerciaux et agricoles, réaménagement ponctuel du réseau routier, vitesse minimale d'un camion chargé sur le pont, 35 km/h à la limite de 15 km de moins que la limite. C'est-à-dire que, à cause de la pente, les camions qui vont traverser le pont, c'est très pentu, vous allez voir. Cette considération-là fait en sorte que les camions vont de plus en plus ralentir au fur et à mesure qu'ils vont s'approcher du sommet, ce qui va ralentir la circulation derrière. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a prévu à cet effet.
Ensuite, donc on parle d'un profil de la pente la plus abrupte à 4 comparativement à 3 par exemple pour le pont Champlain, qui est plus doux. Mais quand même important. Ensuite, bon, le restant, c'est détails. Donc, objectif de l'étude, donc assurer le raccordement du futur pont avec l'autoroute 132 et le chemin du Golfe du côté sud et la route 138 du côté nord. Élaborer un tracé qui permettra du côté nord le raccordement de l'autoroute 40 par le biais d'un nouvel échangeur. Donc, dans ce cas ici, proche à l'autoroute 40, ça prend un échangeur, il n'y en a pas. Ben, pas, du moins, vis-à-vis, là, on veut aller. L'autoroute 30, il n'y a pas de problème, il y en a déjà un. OK, critères utilisés pour la géométrie. Donc, tronçon droit pour la structure au-dessus du fleuve. Éviter les tracés courbes au-dessus du fleuve. Rayon sur le tracé principal avec dévers maximal de 2 %. C'est assez standard. Minimiser les acquisitions. Tracé pour vitesse de base 60 km/h. Vitesse affichée 50 km/h. C'est un pont urbain, hein, c'est pas un pont de vitesse. Là. Donc, je vous dis tout de suite, ne faites pas de la vitesse sur le pont. Alors, à quoi ça ressemble? Donc, vous avez ici la ligne d'Hydro-Québec. Vous avez le fleuve qui est ici. On parle d'environ 1 km à franchir. Évidemment, je ne peux pas arriver en bas du fleuve, au niveau du sol ici. Je dois continuer les piles sur une certaine distance. On parle d'environ au total 2 km. Ensuite, ici, vous avez une zone pour avoir un accès au pont à partir de la 138. Puis ici, même principe, vous avez des accès possibles à partir de la 132. Vous allez pouvoir embarquer sur le pont. Donc, gabarit de la route, on a utilisé 2 variantes. Donc, les 2 variantes, vous vous rappelez tantôt, je parlais d'une pente de 4 %. Quand les camions montent, ça va ralentir. Il est rendu en haut, ils vont rouler à peu près 35 km/h. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est de faire 2 voies, mais de permettre un dépassement sur le pont. Il n'est pas génial, mais c'est permis. L'autre solution, ce serait d'avoir 3 voies de 3,5 mètres avec des accotements de 0,75 mètres seulement. 2 voies de 3,5 mètres par direction des 2 côtés du pont sur les pentes ascendantes. Donc, quand les camions montent, les gens vont pouvoir dépasser à gauche. Puis quand, de l'autre côté, les camions montent, vont pouvoir dépasser à gauche. Évidemment, au-dessus du pont, il faut faire attention. Il y a toujours 3 voies. Donc, ça ressemble à peu près à ceci. Donc, une voie de 3,5 mètres, 3,5 mètres, 3,5 mètres, accotement 0,75 mètres. Et puis ensuite de ça, vous avez la largeur totale. On parle de 17,5 mètres. Donc, vous comparez avec le pont Champlain, parce que c'est un peu intéressant de comparer. On parle de 60 mètres le pont Champlain. On parle de 17 mètres ici, donc les coûts ne sont pas les mêmes. La distance est de à peu près 2 km. On parle de 4,5 km pour le pont Champlain. Donc les rapports de coûts sont très, très différents. Les rapports de coûts sont les mêmes, mais le coût n'est pas le même. Donc, profil de la route. Au niveau du sol, le profil plat avec des pentes de 0,5 % à 2 %. Sur le pont, donc du côté sud, on parle de 4 % avec une longueur de 790 mètres. Et du côté nord, toujours 4 %, mais cette fois-ci avec une pente de 1350 mètres. Le pont est désaxé dans le fleuve pour permettre d'avoir une meilleure localisation du chenail. Donc, au sommet, qu'au vertical, pour vitesse de base, 70 km/h. Donc, vous savez que vous pouvez rouler à 70 km/h, mais vous n'avez pas le droit. Alors, ici, c'est la pente. Alors, ce n'est pas la pente réelle, c'est une pente qui est amplifiée. Okay? C'est juste pour que vous compreniez un peu les courbures. En réalité, c'est 10 fois plus amplifié. Donc, ça, ici, ce que vous voyez, c'est le gabarit de la voie maritime. Donc, environ 250 mètres, 52 mètres. Ici, c'est la pente de 4 % du côté sud, la pente de 4 % toujours du côté nord, mais elle est beaucoup plus longue. Donc, l'espace du gabarit est désaxé, légèrement désaxé dans le fleuve. Donc, si vous voyez ici, là, vous voyez le fleuve, le fond qui est ici, donc un peu vers le sud. Donc, on aurait quand même une façon de le replacer aussi autrement, parce qu'on a quand même un tirant d'eau intéressant à ce niveau-là.
Alors ici, c'est du côté sud. Donc, le tracé qui est proposé, vous avez un passage à niveau qui est ici. On l'avait déplacé dans cette option-là, puis on l'a replacé par la suite. Donc, si on va un petit peu plus, on revient ici. Donc, on a refait un tracé pour revenir au passage à niveau. Alors, les gens peuvent nous demander pourquoi on ne passe pas par-dessus, pourquoi on ne passe pas en dessous. Alors, les deux options ont été analysées. Actuellement, avec l'étude de circulation qu'on a, il n'est pas nécessaire de passer par-dessus ou de passer en dessous. Mais il y a quelques problèmes. Si on veut passer en dessous, on a un problème pour rejoindre le viaduc. Si on passe par-dessus, là aussi, on a un autre problème parce que le gabarit du pont du ferroviaire parle de 7 mètres de hauteur. Donc, plus la structure, c'est 9 mètres plus haut. On est beaucoup plus haut que le viaduc. Donc, soit qu'on démolit le viaduc, on en refait un nouveau. On ne peut pas faire des montagnes russes. Donc, quelques petits ajustements à faire éventuellement. Du côté ouest, donc vers la 40, vous avez une zone de payage. Ah ben oui, il faut payer. Donc, ici, la 138. Donc, les deux voies ici vont permettre d'avoir accès de la 138 vers le pont ou vers la 40 et vice-versa. Il n'y a pas de viaduc ici, c'est des feux de circulation. Au niveau de la 40, il y a un viaduc qui serait requis pour passer par-dessus, pour rejoindre la direction vers Montréal, et vice-versa. Alors, une petite géométrie de la partie centrale du pont. Donc, ce que vous voyez, la petite tache, c'est un gros camion. Donc, on parle d'un gabarit ici de 250 mètres pour la navigation, 280 mètres centre entre les axes principaux. On a à cet endroit-là 14 mètres de profondeur. Donc, 50 mètres ici, 50 mètres de hauteur entre le dessus de la semelle. Alors, la semelle n'est pas dans le fond ici, elle est plutôt en surface. Donc, les caissons qui sont très, très longs, probablement, qui seront en friction dans l'argile. Peut-être une centaine de mètres dans ces eaux-là. Donc, on va continuer. Alors, c'est un petit vidéo, juste pour... Il y en a qui l'ont sûrement déjà vu. Donc, ça ressemble à peu près à ceci. Alors, vous remarquez ici les bollards. C'est 16 mètres de diamètre pour protéger les piles, donc contre les impacts des navires. Excusez. Donc, ça vous donne une idée de l'aperçu. Il n'est pas disparu, là, c'est juste une question. C'est pas un pont invisible. Alors, vous avez ici la façon de construire les arches à suspendre croisées. Alors, ce qui est intéressant dans ce type de construction-là, c'est qu'au lieu de construire au-dessus du fleuve, comme on fait pareil pour le pont Champlain, par exemple, c'est quand même assez compliqué, ça représente quand même certains défis. Dans ce cas ici, c'est construit sur barge, près des berges. Ça peut être près du pont aussi, éventuellement. Et lorsque c'est prêt, on pousse les barges jusqu'en dessous de la structure, puis on vient le hisser. Donc ici, il y en a deux, vous avez deux exemples. Un de 285 mètres, donc ça, c'est plus grand que notre arche qu'on a. Puis il y en a aussi de 146 mètres, ça, c'est facile. Donc vous avez des systèmes de levage qui sont accrochés ici. Puis ici, ça a été différent. Il y avait deux tours sur les barges. Ils ont levé le pont, puis ils viennent de la côté sur les appuis. Alors, je préconiserais quelque chose du genre, parce que ici, ça va bien, c'est 12 mètres. Mais nous, on a 52 mètres. On prend des méchants tours pour le lever par-dessus les appuis. Ici, quelques détails. Les piles seraient de cette forme-là, environ. Donc, la partie centrale qui est ici permettrait d'installer un système de grue en plein milieu, et on viendrait chercher, à partir de ces systèmes-là qui seraient fixés après la pile, on va chercher le pont à suspendre croisé, on le hisse,
on le tasse un peu à sa droite, on passe par-dessus les appareils d'appui, puis on vient le redéposer. Donc, on retrouve la même coupe qu'on a vu tantôt. On a la corde, ce qu'on appelle la corde inférieure, les tirants ici, probablement en inox, des appareils d'appui, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. On voit l'arche. Vous ne voyez pas, mais il faut avoir de l'imagination. Quelques détails. Un système de bollard, toujours pour avoir un ordre de grandeur, par de minimum de 16 mètres de diamètre, peut-être plus grand encore, pour les impacts de bateaux. Quelques échantillons. Donc, à partir du moment où on dit, OK, on démarre le projet, donc il y a à peu près une année d'études géotechniques, hydrauliques, préliminaires, etc. Donc, on parle d'environ un an là, de préparation de plans et de devis. Ensuite de ça, il y a environ 2 ans de construction, donc pieux témoin, études en soufflerie, début de la fabrication des travées, poutres de caissons et arches, préparation de site, début de montage des arches, construction des fondations profondes à la fin de 2 ans, construction des semelles et des piles à la fin du 30e mois. Entre-temps, évidemment, les autres points continuent. Hein, il y a des travaux qui se font en concomitance. Donc, fin de la fabrication des arches, des poutres, caissons, puis ensuite construction de sablier vers la fin du 36e mois et finalisation des travaux, enlèvement des travaux temporaires, paysagement à la fin du 38e mois environ, donc à peu près 3 ans, à partir du moment où on a les autorisations, donc 1 an d'ingénierie, 2 ans de construction environ. Les enjeux techniques, donc les fondations du pont constituent l'enjeu principal au niveau des défis techniques. Donc c'est vraiment les problèmes d'argile qu'on a dans le fleuve Saint-Laurent à ce niveau ici, qui représente le plus grand défi. On peut dire que le coût des fondations sera probablement proportionnel à la profondeur du roc. Plus c'est profond, plus ça va coûter cher. Plus la caractéristique ne sera pas bonne, mais plus ça va coûter cher aussi. Donc le coût des fondations représente environ, dans le projet ici, on parle du tiers du coût des travaux. Études à venir, donc études géotechniques, super importantes. L'étude hydraulique pour les glaces, la vitesse de l'eau à l'endroit choisi. L'étude de circulation, projection future, plans et devis définitifs. Conclusion. Donc, la solution du pont en arc à suspendre croisé est privilégiée. L'emplacement choisi demeure théorique. Hein. Il faut quand même faire l'étude géotechnique, puis ça pourrait nous amener à déplacer éventuellement l'option. Donc, les autres options peuvent toujours rester actives, dépendamment des problèmes ou pas, des conditions géotechniques. Donc, il faut vous rappeler que c'est une étude de préfaisabilité. Donc, on n'a pas rentré dans tous les détails, comme disait votre collègue Saint-Germain. Le diable est dans les détails. Et c'est vrai. OK. Alors, on espère que ça va ressembler à ça. Donc, dans quelques années, pas trop loin, j'espère. Voilà. Merci.